Bien qu'étant tout de rouge vêtu, je n'ai rien de Staline qui a été cité tout à l'heure, ni de Mao. Je suis simplement ici pour témoigner de l'amitié qui nous liait avec Bernard et Monique. Et donc, je tiens à vous remercier de m'avoir donné ainsi la parole. Je ne ferai pas d'exposé savant et intéressant comme il y a eu des tas aujourd'hui tout au long de cette journée, mais j'ai porté un témoignage sur un petit peu ce qui pourrait être les coulisses du théâtre Bernard. Voilà. De telle sorte que vous puissiez peut-être saisir et comprendre pourquoi le style poétique auquel il a été fait allusion des écrits de Bernard, des choses comme ça, sa sensibilité, que sais-je encore. Et donc je m'inscrirai peut-être davantage dans la suite de l'exposé de M. Gaudin il y a quelques instants. Alors, j'ai rencontré Bernard à la fin du siècle dernier à Rouen. Il devait faire des conférences, comme il en avait fait beaucoup, à droite, à gauche, en France, partout, aux États-Unis aussi. Et depuis, donc, on est resté en contact tout le temps. Et c'est l'époque aussi de sa publication du livre de Calvin, dont il a été fait référence de nombreuses fois ici, évidemment, à juste titre. Ça va de soi, parce que je pense que c'est quelque chose dans l'œuvre de Bernard qui est tout à fait essentiel. C'est essentiel parce que on a peut-être là une clé de compréhension de toute son œuvre, de sa personnalité, du lien qu'il y a entre l'historien et puis l'homme de foi, puisque c'est l'objet de la question que je dois développer là à l'instant. Alors, pourquoi Calvin? C'était le début de la journée, si je ne me trompe, si je me souviens bien. Eh bien, je dirais pourquoi Calvin chez Bernard, parce que il y a une admiration profonde de Bernard pour Calvin, incontestablement. D'abord, à partir de son livre, à partir des discussions que j'ai pu avoir avec lui, c'est ce qui m'a frappé. D'abord, dans son livre, évidemment, c'est l'aspect savant de l'historien, mais ça, beaucoup d'historiens sérieux pourraient écrire un livre savant sur Calvin. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai lu le Calvin de Bernard, c'est que j'ai eu l'impression que ce livre était écrit de l'intérieur, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui était de la maison, véritablement, qui fait que Calvin de Bernard est terriblement vivant, je trouve, avec des aspects de rétablissement de justice, parce que Bernard était quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice et visiblement il a voulu restituer un Calvin tel qu'il aurait dû toujours être perçu, évidemment, et non pas un Calvin austère qui a brûlé Servet, qui a brûlé des sorcières, etc. Enfin bref, qui mettait l'index à un tel ou un tel qui n'était pas d'accord avec lui. Absolument pas. On a l'impression de quelqu'un tout à fait vivant que l'auteur a connu presque véritablement et avec lequel il avait une affection certaine et surtout cette admiration pour cette présentation d'un Dieu en majesté, en quelque sorte, et des écrits qui sont extrêmement clairs. C'est vrai que lorsqu'on lit l'institution chrétienne, on voit d'abord que Calvin est un juriste, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, là, ça n'a pas été dit aujourd'hui, mais la première formation de Calvin, c'est le droit. Et comme tous les juristes qui se respectent, Calvin les idées claires. Ça sort, ça clac, 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 comme ça, les idées se suivent les unes après les autres, bien ordonnées, etc. Et il en sort l'institution chrétienne, qui est quand même un monument de clarté, aussi bien dans la construction du récit que dans le style. Et je dois dire que l'admiration quant au style vaut la peine de s'y arrêter parce que quand même Calvin est le fondateur du français moderne. On le cite souvent avec Rabelais et Montaigne, mais lire du Rabelais dans le texte, c'est pas très très facile. Montaigne, c'est un peu plus aisé, mais Calvin, on peut le lire véritablement sans dictionnaire.
Je veux dire, n'importe qui dans cette salle peut lire du Calvin dans le texte, je veux dire. Et c'est quelque chose qui n'est... Et c'est un style clair, assez formidable, qui a été voulu par Calvin pour des tas de raisons. Et je trouve qu'il y avait cette admiration de ce style qui est là. Alors, effectivement, cette impression que j'ai eue en lisant le Calvin de Bernard Cotteret, je l'ai retrouvé dans les discussions que j'ai eues avec lui, parce que souvent on parlait de Calvin, parce que j'aime bien Calvin aussi, il se trouve, et que j'ai trouvé vraiment bien qu'on puisse parler de Calvin comme étant quelqu'un qui pouvait avoir de l'humour, puisque c'est vrai que le traité des reliques, c'est plein d'humour, quand même, c'est assez inattendu, mais surtout voir un Calvin qui n'a jamais été très bien dans sa peau, qui a été un apatride, etc. Enfin, ça a été développé ici, mais c'était bien de le restituer, et c'était bien de lui rendre justice. Et Bernard était vraiment dans cette optique, véritablement, jusqu'au dernier moment où j'ai rencontré Bernard, quoi. Il n'y a pas de problème. Il a toujours eu cette relation avec Calvin. Alors cette relation avec Calvin, je me suis dit, ça m'intéressait parce que je me suis dit, c'est peut-être le plus petit commun multiple de l'œuvre de Bernard. Vous savez, le PPCM en mathématiques, vous avez peut-être sué Sankeo là-dessus quand vous étiez au collège. Je ne sais pas, je me rappelle des souvenirs, hein, mais on va retrouver cet intérêt pour le calvinisme de manière directe ou indirecte dans son œuvre. D'abord dans le protestantisme français, tout ce qu'il a écrit sur le protestantisme français, bon, c'est évident, mais aussi en ce qui concerne les écrits portant sur l'Angleterre. Et je crois que c'est... Alors évidemment, il est linguiste d'abord. Alors est-ce que c'est l'Angleterre, enfin l'anglais, la culture britannique, etc., qui font que, bon, il s'intéressait naturellement à l'Angleterre, c'est évident. Mais comme par hasard, l'anglicanisme et les protestantismes britanniques sont imbibés de calvinisme. Je veux dire, les Common Prayer Book ou les constitutions de l'Église anglicane sont des écrits calvinistes, il ne faut pas le perdre de vue. Alors c'est vrai que cette Église, ces églises épiscopaliennes ont la succession apostolique, la High Church est très catholicisante d'aspect, et donc les cartes sont un peu brouillées. Et effectivement, on perd de vue qu'il y a un soubassement calviniste là-dedans. Or, c'est pas le cas. Et donc, je me suis interrogé souvent en me disant, mais est-ce que finalement, il y a pas un petit quelque chose là, un fil conducteur là, à travers l'œuvre de Bernard. Et aussi, pareil pour les protestantismes américains. Je me souviens d'une discussion avec Bernard sur les avions qui sont tombés sur les Twin Towers, vous savez, et il y avait beaucoup d'écrits qui ont dit, ben voyez, ça s'appelle Al-Qaïda, a touché le cœur de l'Amérique, du capitalisme, de la première puissance mondiale, etc. Or, je pense que le choc aux États-Unis, c'est pas tout à fait ça. C'est la religiosité, le fond religieux américain. Les premiers Européens qui sont allés en Amérique, pour la plupart d'entre eux, étaient des gens qui ont fui pour des raisons religieuses leur pays d'origine et qui sont arrivés aux États-Unis avec les idées de la réforme, des réformes, et qui voyaient un petit peu dans les États-Unis la terre promise. Voilà. Et que donc toucher au cœur comme cela la terre promise, l'attaquer la terre promise, c'est la première fois que les États-Unis étaient attaqués sur leur sol depuis l'épisode de 1836, si je me trompe, il faut me le dire, sur la date de la bataille d'Alamo, c'était un choc culturel important profond pour les Américains à cause précisément de cet aspect religieux qu'il y avait là derrière, finalement.
Et là, c'est sorti tout de suite. Donc là, on voit bien la relation qu'il y a entre l'historien qui connaît bien la religiosité américaine, le fond, qui connaît bien les protestantismes britanniques, etc. Et puis un événement moderne là, qui ressort, qui fait que tout cela va ressortir et se retrouve là dans une sorte de combinaison où l'histoire et la foi se trouvent mélangées. Alors, si Bernard aimait Calvin, c'est qu'il était calviniste, très vraisemblablement. Alors, on sait, il a adhéré à la foi, il ne s'est jamais converti. Il n'y a pas un texte de conversion, a priori, à ma connaissance, mais incontestablement, il a adhéré à la foi protestante. Et c'est le deuxième volet de ce que je dis. Il a été un pratiquant assez régulier, quand même, au niveau de la foi. Il a fréquenté les assemblées, comme on dit, les cultes dominicaux, que ce soit à Provins ou à Paris, et avec intérêt pour les communautés, pour ce qui se vivait. Et moi, j'ai souvent entendu souvent entendu parler de sa paroisse de Provins et de son pasteur, qui était si présent que vous venez d'entendre d'ailleurs, et avec beaucoup d'affection, d'attention, etc. Et donc c'est pas seulement le rire de Bernard qu'il faut retenir, sa voix de ténor, et que sais-je encore, son aspect bon vivant, dont on pourrait dire un mot aussi, mais il y a derrière tout cet aspect de sa personnalité, une profondeur extrêmement importante, qui me semble aussi intéressante, parce que ça va ressortir peut-être dans ses biographies, et l'intérêt qu'il porte au personnage et son essai de compréhension des réactions de l'histoire, des personnes, etc. Bernard a été pratiquant à Paris aussi, évidemment, et membre de l'Oratoire du Louvre, ici présente. Il était souvent au culte aussi au foyer de l'âme, où j'étais pasteur. J'ai souvent vu le dimanche. Et ces dernières années, il a fréquenté les Billettes, le temple luthérien, des Billettes dans le Marais. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant à souligner dans la continuité entre Provins et les Billettes. D'abord, c'est la variété des lieux, qui est intéressante, qui montre une certaine liberté. C'est pas un paroissien chat ou un paroissien chien. Vous savez, les paroissiens chats sont ceux qui sont liés au bâtiment, et les paroissiens chiens sont ceux qui sont liés au pasteur. Bon, c'est comme ça. Les pasteurs mettent souvent un qualificatif animal à leur paroissien, mais ne le dites pas trop. Je veux dire, c'est comme ça. Mais donc voilà. Mais c'est intéressant de voir qu'il pouvait aller à peu près dans n'importe quel lieu de culte à partir du moment où il n'y avait pas d'intégrisme, en quelque sorte. Il y a une liberté de pensée, une liberté de mouvement qui me semble aussi intéressante. Et aussi, ces lieux, ces personnes qui ont été citées, sont des lieux du libéralisme. Je veux dire, Philippe Kamongo, si tu me dis si je me trompe, Philippe, s'inscrit plutôt dans la mouvance libérale. Et Béatrice Larbeau aux Billettes aussi, et le foyer de l'âme et l'oratoire sont des lieux à Paris du libéralisme théologique protestant. Et donc Bernard fréquentait ce type d'assemblée tout en ayant une certaine liberté, c'est vrai. C'est pas les prises de position qui le gênaient, qui pouvaient être contre ce qu'il pensait. C'était ce qui l'intéressait, c'était que les choses soient bien faites et bien dites. Et je pense que quelqu'un qui n'avait pas son opinion, mais qui avait des arguments, qui n'étaient pas une pensée fermée, pouvait très bien vivre avec Bernard sans le moindre problème. Le calvinisme, je pense, a marqué Bernard aussi de manière peut-être inconsciente, je dirais, parce qu'on peut le citer aussi, parce que Bernard s'est intéressé au jansénisme. Alors, le jansénisme, c'est d'abord, je ne dirais pas le fief de Monique, je veux dire, un petit peu, mais je veux dire que Bernard discutait beaucoup sur le jansénisme, il aimait bien, et surtout essayer de faire le pont entre le jansénisme et le calvinisme.
Vous voyez qu'il y a une question de prédestination dans l'Augustinus, enfin des choses comme ça. L'austérité aussi du jansénisme, du calvinisme. Enfin bref, il y a des ponts qu'on peut tisser entre ces deux courants de pensée du christianisme. Et donc ça a intéressé Bernard dans les discussions, je veux dire. Hein, j'en porte témoignage. Donc vous voyez, dans ce que je vous dis, il y a ce soubassement du calvinisme qui est là, du libéralisme, d'une ouverture d'esprit très très grande. Et c'est vrai qu'il est difficile de savoir si c'est l'histoire qui a influencé la foi ou si c'est la foi qui a influencé l'histoire. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un mouvement entre les deux. Certainement, il y a une cohérence là qui s'exprime et qui révèle aussi, je dirais, un personnage à travers ses recherches historiques et puis son évolution. Là, il a été dit qu'il pouvait aller chez les évangélistes, qu'il allait fréquenter les assemblées luthériennes aussi. Je pense que cette recherche, cette liberté qu'il a et sa manière d'être truculente, enfin bon vivant, c'est vrai qu'on avait trouvé quand même la conclusion théologiquement importante que la gourmandise était une bénédiction de Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est très sérieux au niveau théologique, mais dans tous les cas, c'est une réalité humaine qui me semble extrêmement intéressante. Mais ça lui correspond assez bien, vous voulez. Mais je pense que cet aspect de la personne de Bernard, qui pouvait téléphoner dans des coups de fil assez longs, ce qui a été dit tout à l'heure, était toujours intéressant d'entendre sa voix au téléphone et puis ou de le rencontrer, évidemment, de discuter avec lui. Je pense que ça cachait un aspect de son personnage dont on n'a pas du tout parlé là. Je pense que c'est quelqu'un qui avait une très très grande sensibilité. Vous voyez que il y a de la pudeur. Il y a beaucoup de pudeur chez Bernard. Voilà. Et je crois que cette sensibilité et cet aspect sentimental, ça se retrouve dans ses écrits, dans sa poésie, dans son engagement et dans sa joie.